Eh bien, bonjour et rebonjour pour la 77e fois. Salut Denis et salut notre invité. Euh, donc, euh, 77e séance après un virage qui a été pris entre la 75 et 76e, c'est-à-dire que les séances maintenant ont pris leur caractère où le webinaire a pris son caractère d'être consacré à, à la défense et la promulgation, la promotion d'un comportement systématique de conservation de son génome humain, mais de la conservation de son génome en son nom et finalement à un titre citoyen. Et donc cette conservation qui est un premier geste que l'IA avec assez de bonheur, a qualifié de rituel, comme un rituel de passage, comme il y avait toutes les sociétés ont fait se sont basées sur des étapes et des rituels. Donc l'IA a compris, enfin, ou a cru comprendre, enfin, dans les mécanismes IA, que ce serait, ou que je parlais là d'un rituel et donc, pourquoi pas, c'est assez. Mais on ne va pas imaginer en faire ces rituels anciens qui étaient ceux des religions. Ce serait plutôt un rituel comme on acquiert une carte d'identité ou. On n'appelle pas ça un rituel, même si après on peut faire des métaphores là-dessus. En fait, cette conservation mènerait plutôt à une logique ensuite, à une culture de la préservation. Mais pour faire une culture de la préservation de l'ADN, c'est-à-dire un mouvement écologique à long terme de la préservation de l'ADN humain par l'humanité, pour ça, il faut une première étape. Pour le préserver, il faut d'abord le conserver. Et donc, c'est là où nous débutons et nous approfondissons cette question de qu'est-ce que c'est que conserver l'ADN, pourquoi le faire, etc. Oui. Eh bien, est-ce que des questions se posent là sur euh, on a deux options, soit parce que j'ai commencé à travailler donc avec l'IA comme il faut maintenant, hein. Je pense que ça va devenir de rigueur culturelle aussi de se, de se seconder de l'IA. Et donc j'ai une option là, c'est de faire de passer ici sur notre session aujourd'hui une vidéo créée par NotebookLM, c'est-à-dire Gemini, l'IA de Google, qui crée une vidéo sur le début du webinaire présent, c'est-à-dire début 2024. Ça devait être vers mars 2024, il y a plus d'un an maintenant. Euh, et, euh, et donc, peut-être est-ce que ça peut faire une introduction qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien est-ce que on passe à des schémas plus compliqués sur la cryptographie? Je ne sais pas ce que vous en penseriez. Comme bon vous semble, hein, pour ma part. Ouais, comme je le sens, ouais. Euh, on pourrait faire. F- 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 On va essayer ça. On va essayer ce qu'il appelle les deux codes. Alors, c'était les cinq premiers séminaires, les webinaires, hein, les cinq premières sessions à laquelle j'avais ajouté enfin, donc, voilà, qui faisait un résumé. On va essayer ça. Si ça ne marchait pas, on passera directement au schéma. Donc, pour l'instant, voilà. Euh, bon, c'est un peu, on va essayer de le passer. C'est un peu brutal, hein, mais enfin brutal, oui, dans le sens intellectuel,
c'est un peu raide, mais c'est tout de même tout à fait intéressant, je crois, et exploitable. On va voir si ça l'est. Je vais faire un partage d'écran. Pour partager l'écran, il faut que j'agrandisse ici. Et on va voir si maintenant je peux partager le son de l'ordinateur. C'est là, oui. Donc, on va peut-être y arriver comme ça. Donc maintenant, je partage le son de l'ordinateur. Et vous me direz, enfin, si vous n'entendiez rien, vous m'alerterez. Et je lance donc ce compte-rendu du début de notre webinaire actuel. On a tous vécu ça, non? Ce moment un peu étrange, ce dialogue de sourds où chacun est persuadé d'avoir raison. Et si ce petit bug du quotidien n'était pas si anodin que ça? S'il révélait en fait un conflit bien plus profond, une sorte de guerre silencieuse qui gouverne notre civilisation? Une guerre entre notre mémoire la plus ancienne, l'ADN, et notre mémoire la plus récente, le code numérique. Allez, explorons ensemble cette idée qui donne le vertige. Alors, voici notre feuille de route. On va partir d'une énigme toute simple, presque personnelle, pour arriver à une solution qui, elle, concerne toute notre civilisation. Tout commence donc par une situation qu'on connaît tous par cœur. Une conversation qui part en vrille sans raison logique. On ne se comprend plus, c'est frustrant, c'est absurde. Eh bien ce bug dans notre logiciel de communication, c'est notre point de départ. Parce que bien souvent, il n'est que le symptôme de quelque chose de bien plus profond, d'invisible, qui est à l'œuvre juste sous la surface. Et c'est là que la question se pose vraiment. Et si, derrière chaque quiproquo, chaque interaction, se cachait en fait un code, un programme invisible qui tourne en arrière-plan et qui dicte nos réactions sans même qu'on en ait conscience? Pour comprendre ce bug, on peut utiliser une analogie, celle de la cryptographie. Imaginez que chaque conversation a deux clés. D'un côté, il y a la clé publique, c'est la vérité partagée, les mots qu'on prononce, les faits, ce que tout le monde peut voir et entendre. Et de l'autre, il y a la clé privée. Ça, c'est notre réalité intérieure, notre filtre personnel, notre histoire. C'est elle qui décode les mots. Et c'est ça le point crucial. On ne réagit jamais aux faits bruts, mais à l'écho qu'ils produisent en nous, à travers ce filtre unique. Du coup, la source du bug, elle n'est pas logique, elle est psychologique. Et la psychanalyse a un mot pour ça, le refoulement. C'est ce mécanisme de défense super puissant qui pousse hors de notre conscience les souvenirs ou les pensées qui nous dérangent. C'est la fameuse variable cachée, celle qui vient parasiter la communication et transformer un simple échange en un véritable dialogue de sourds. Ok, maintenant, accrochez-vous bien, on change complètement d'échelle. Et si ce mécanisme du refoulement ne s'appliquait pas seulement aux individus? Et si des sociétés entières, des civilisations, avaient elles aussi des souvenirs refoulés? Si elles s'étaient construites sur un traumatisme originel, une vérité tellement insupportable qu'il a fallu l'enterrer dans l'inconscient collectif? Cette théorie nous emmène vers une sorte de scène primitive de notre civilisation. Imaginez, on est en Égypte vers 1350 avant notre ère. Le pharaon Akhenaton impose une révolution monothéiste. C'est un choc inouï, un traumatisme pour la société égyptienne. Un traumatisme si violent qu'il va être brutalement refoulé. S'ensuit alors un âge sombre, des siècles de chaos, un trou noir dans l'histoire. Et qu'est-ce qui émerge de ce chaos? Un nouvel ordre symbolique, l'alphabet, notre tout premier grand code extérieur. Il y a cette citation de l'historien Harsman qui résume ce basculement à la perfection. L'humanité passe d'une mémoire littérale, physique, à une mémoire symbolique. En clair, pour s'approprier la force du chef, on ne le mange plus, non, on écrit son histoire. C'est la toute première fois que la mémoire est externalisée. Et cet art de la mémoire antique a fait du chemin. Il a évolué pour devenir l'immense industrie du code informatique d'aujourd'hui. Et ça nous place au cœur d'un paradoxe majeur de notre époque. Et le voici, ce grand paradoxe. D'un côté, on célèbre notre mémoire externe, le code numérique, on lui confie nos vies, notre savoir, c'est le centre de notre attention. Et de l'autre,
On ignore complètement notre mémoire interne, notre code génétique, l'ADN. C'est la vérité matérielle de ce que nous sommes, et pourtant on en a fait un angle mort collectif, un souvenir refoulé mais à l'échelle de toute l'espèce. L'avenir de notre civilisation ne s'écrit plus dans un seul langage. Non, il s'écrit précisément à l'intersection de ces deux codes. Et notre dépendance à cette double mémoire, interne et externe, est maintenant totale. Bon, face à ce constat un peu vertigineux, on fait quoi? Eh bien, une solution est proposée. Une approche pour diagnostiquer et même traiter ces enjeux collectifs, une sorte de médecine pour le corps social. Et cette solution, ce n'est pas une pure invention, c'est plutôt une redécouverte. L'idée, c'est de partir de cet outil ancien, le fameux art de la mémoire, puis de le redécouvrir et de l'adapter à notre monde moderne, complètement envahi par l'informatique. Et enfin, de l'appliquer avec une éthique forte, presque un serment d'Hippocrate, pour en faire une véritable médecine des corps sociaux. Le concept de base est assez fascinant. Il postule que les sociétés, les entreprises et même des entités pilotées par l'IA peuvent être vues comme des individus à part entière, des corps sociaux qui ont leur propre traumatisme et donc leur propre refoulement. Pour fonctionner, cette approche réunit toute une équipe de spécialistes. Elle va piocher dans la psychanalyse pour comprendre le comment du refoulement collectif. Elle utilise la cybernétique pour analyser les systèmes ultra complexes que sont nos sociétés. Elle s'appuie sur la psychohistoire pour repérer les schémas qui se répètent sans arrêt. Et le tout avec un objectif clair, trouver des alternatives à nos compulsions les plus destructrices, comme la guerre. L'objectif ultime, c'est donc de faire sauter ces verrous psychologiques, mais à l'échelle d'une société entière. Il s'agit de transformer la répétition aveugle des erreurs du passé en une évolution consciente, de permettre un acte collectif, un acte libérateur, qui pourrait, littéralement, changer le cours de notre histoire. Au final, on est parti d'un simple malentendu pour arriver à une question immense. On a externalisé notre mémoire dans le code, c'est un fait. Mais notre manuel d'instruction fondamentale, lui, reste biologique, gravé dans notre ADN. La collision entre ces deux mémoires n'est pas une possibilité, elle est déjà là, elle est inévitable. La seule vraie question qui reste, c'est y sommes-nous préparés? Bon. Donc voici ce que Gemini, l'IA de Google, résume des 5 premiers webinaires. Donc vous voyez que c'est vaste, mais un petit peu complexe. Et d'ailleurs, euh, ça demande beaucoup de précision. En fait, c'est flou ce que cette IA, enfin ce compte-rendu, il demande d'être ajusté, d'être rectifié, d'être un petit peu corrigé. Mais il y a une espèce de base qui est posée, qui est exploitable. Denis, qu'est-ce que vous en pensez quelque chose? Quoi donc? Que- Oui, oui, c'est intéressant. Et c'est une voix de l'IA artificielle? Oui, 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 On dirait vraiment, ils ont fait des progrès, hein. Il y a vraiment une oui. personne qui parle, hein, Absolument. Oui, oui. Et puis ça va pas s'arrêter, hein. Oui, 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 tout à fait. Mm, mm, avec beaucoup d'expressions d'ailleurs. mm, mm, mm. Donc, elle nous propose son idée de base, parce que je la vois, ça revient, cette idée de base qu'elle a acquise à la lecture donc de ces 5 premiers webinaires. C'est qu'il y a deux codes. Il y a le code, elle voit une opposition entre le code génétique, qui est la mémoire finalement de la civilisation ou de l'humanité, ou de la race, enfin de l'espèce, et puis cette machine informatique, cette IA justement, que nous avons créée, cette machine, et qui a son propre code, enfin, ou qui est gérée par un code informatique. Et, et donc, euh, cette IA répétitivement demande, mais comment est-ce que on peut relier ces deux codes, et les harmoniser et les mettre en correspondance? Parce que sinon, dit-elle, nous sommes dans une logique où les deux vont affirmer la même chose en disant chacun de l'autre qu'il dit qu'il se trompe. Alors on Mhm. va un peu décortiquer ça, on va préciser ça sur, je vais le faire maintenant par des schémas. Mais en tout cas,
pour harmoniser ces deux codes, ce que personnellement donc, ou le webinaire propose, c'est que c'est justement la première étape, la première marche. euh, pour cela, c'est de conserver le code. Le fait de conserver en son nom, de nominalement, de dire, voilà, ça, je mets mon nom dessus. Alors, est-ce que c'est une propriété? Est-ce que c'est un copyright? Est-ce que c'est... abandonnons un petit peu ces anciens concepts, mais simplement prenons le fait de conserver l'ADN en son nom. Alors, quels sont les effets de ce geste? Eh bien, on peut supposer que les effets de ce geste soient justement une suite de conséquences qui aboutissent à harmoniser le code génétique brut avec la société industrielle et informatique. Et donc, est-ce que je me lance dans quelques schémas? Mhm. Je vais faire ça, hein, on va essayer de faire ça. Donc, là, je vais aller sur mon habituel. euh, voilà. Donc, sur cette espèce de diaporama, je rappelle que nous étions partis de schémas lacaniens qui se résument comme ça. Alors, pendant ce temps-là, j'ai une autre chose ici. Euh, ah, je m'étais servi d'un machin. Attendez, il faut que je refasse ça. Donc, ces schémas lacaniens représentent la, ce que signifiait, enfin, ce que la psychanalyse a mis en place, c'est-à-dire une. Bon, je me passerai de ce bazar à côté. Hmm. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Il y a oui. de nous. Oui. Oui, oui. Bon, c'est mon écran qui maintenant déconne, excusez-moi. Voilà, ça devrait marcher. Donc, alors, euh, c'est perturbant. Là, nous avons à droite le schéma créé par Lacan dans son premier séminaire à l'ouverture de sa carrière. Nous avons ici l'inconscient, qui est l'autre de nous-mêmes, si on peut dire. Nous avons ici la relation entre deux êtres, la relation sociale, la relation entre moi et l'autre, et nous avons ici le sujet, la subjectivité. Et ce qu'a fait Lacan, enfin ça serait, disons, le schéma de Freud, si on peut dire, ce serait l'idée de Freud, avec le moi qui est au milieu ici, hein, au carrefour de ces deux. Le moi qui va donner le sujet et qui vient de l'inconscient et qui se distribue entre moi et l'autre, hein, bon. Ce qu'a fait Lacan, c'est qu'il a introduit, il a inscrit ce schéma dans les mécanismes cybernétiques à partir ici d'une chaîne que l'on voit en bas, une chaîne aléatoire de 0, 1, 0, 1, enfin aléatoire qui n'est pas aléatoire, mais qui comporte une information entre les ordinateurs, une information binaire. Et si on applique du langage, des codons, c'est-à-dire ce que fait la génétique fait des gènes avec ses 0 et ses 1. Par exemple, le 0, 1, 1, ça va faire un type de gène. Le 0, 0, 1, ça va faire un autre type de gène par rapport au 0, 1, 1. Le 0, 0, 1, c'est un autre type. Alors, il va y avoir des codons comme ça sur cette chaîne
si elle devient génétique. Et le langage va, c'est-à-dire ce qui va inscrire ce schéma, le langage va composer, comme sur, imaginez ici en bas, un clavier de piano avec des touches blanches et noires, eh bien, le langage va composer des phrases musicales euh, et sur laquelle le traitement cybernétique va, ou le langage lui-même, va créer soit des harmonies en mineur, si on peut dire, soit ici certaines autres gammes, types de gammes, euh, soit troisièmement, enfin une troisième catégorie. Et ces gammes que le langage joue sur la génétique vont s'organiser selon le modèle freudien. C'est ce que Lacan démontre. Il prend je répète la chose, il prend la gamme, il prend le clavier, si on peut dire, il dit que sur ce clavier, le langage va inscrire des différents types de mélodies qui vont être ici des I, soit ici des O, soit ici des alternatives. Et ces types de mélodies sont en fait ce que emplissent la cathédrale qu'avait dépeinte Freud. Voilà, si on peut dire, une espèce d'image, d'allégorie de ce que Lacan euh, a, a introduit de progrès dans la psychanalyse. Et alors, ce que je vais proposer là, ou ce que notre idée propose, c'est que, voici ce que ça veut dire. Euh, on va prendre ici, mettre en jaune. Voilà, donc effectivement, mon crayon marche. Je vais simplement l'agrandir un petit peu. Un peu plus gros. Voilà. Tout à l'heure, on parlait d'une personne qui affirmait quelque chose et qui envoyait son message à une autre personne qui disait exactement la même chose, mais en disant que ce que la première avait dit était faux. Hein. Donc ces deux personnes qui sont Alice et Bob, ici écrites en jaune, euh, disent la même chose. Alice dit quelque chose et Bob reçoit ce que dit Alice. Alice dit par exemple A, A, A. Bob reçoit A, A, A et il dit à Alice, mais pas du tout, tu as complètement tort, ce n'est pas A, 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 la vérité c'est A, A, A. Donc, ça, le début c'est ce que cette IA voulait dire hein, dans notre vidéo, c'est qu'il y a dans la civilisation ou dans la civilisation humaine un bug qui fait on dit tous la même chose et chacun enfin, ne s'entend pas avec l'autre ou dit que l'autre a tort. Et donc, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien, ce que la psychanalyse suggère, là maintenant je vais l'écrire en vert. Vous voyez qu'ici nous avions en jaune au-dessus des OOO, hein, au-dessus de ce langage. Euh, Ce que la psychanalyse suggère en vert, c'est que ce message-là, quand il est reçu, ce que reçoit B, quand il dit non, c'est pas ça, c'est parce que c'est un autre message qu'il va entendre. Et cet autre message, qui correspond ici à cette zone, comparé à cette zone, hein, dans ces deux chapitres-là, donc cet autre message ici, en fait, c'est la vérité inconsciente d'Alice. Et, et par conséquent, quand Alice va dire A, 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 inconsciemment, elle va dire peut-être autre chose, elle va dire B. Et lorsque B, en l'occurrence, c'est-à-dire Bob, va recevoir A, il va être, il va effectivement dire la même chose,
mais il va le contester parce qu'en fait, Alice aura prononcé l'inconscient, si on peut dire, ici, l'inconscient de l'autre, hein, de l'autre ici. Donc, nous avons avancé là une hypothèse. C'est que, on va même donc repartir complètement donc à zéro. Cette hypothèse, c'est que dans la cryptographie, lorsque une personne, un émetteur, qu'on va appeler Alice, on va l'appeler E comme émetteur, mais enfin, quand un émetteur adresse un message avec une clé publique, le récepteur, Bob ici, qui va le déchiffrer avec sa clé privée, va en fait entendre quelque chose que Alice n'avait pas dite, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de son inconscient ou de l'inconscient de Bob, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général l'inconscient ici. Et on retrouve donc le modèle de Lacan, hein, c'est-à-dire avec ce Z comme ça, avec l'inconscient, ici le sujet, et donc ce schéma qu'on avait pris au départ, hein. Et ceci indique que le modèle freudien au départ, puis lacanien, je peux les remettre en sous-impression pour qu'on s'en souvienne. Je les mets en sous-impression comme ça. Donc ici en blanc, hein, le modèle freudien, et puis ici le modèle lacanien, en fait, sont des représentations archaïques ou primitives, sont des représentations débutantes de ce qu'on appelle la cryptographie, c'est-à-dire le classique message de Alice qui envoie un message crypté à Bob pour que Mallory, c'est-à-dire l'observateur public, ne reconnaisse pas ce qui est dit, hein. C'est un message chiffré. Vous êtes sur l'Internet, vous êtes dans une société de surveillance, un individu va envoyer un message à l'autre. Ce message est codé, c'est-à-dire que la surveillance ne va pas la comprendre, et B va pouvoir lui comprendre ce que Alice a envoyé parce il a une clé, mais cette clé va trouver autre chose que ce que Alice avait envoyé, c'est-à-dire elle va ajouter l'inconscient de Alice, hein. Alors, ce Mallory, c'est-à-dire cet observateur public, mais auquel la clé publique a caché la connaissance, hein, c'est le miroir qui est dans ce que l'on avait, la version de ce qu'on appelle le modèle optique. C'est quand on regroupe tout ça en une espèce de caverne platonicienne. C'est ce que Lacan a appelé le modèle optique, et nous avons au centre le miroir qui est ici Mallory, et nous avons placé les quatre termes de la psychologie freudienne ou de la psychanalyse sous l'égide de la cryptographie. Donc, j'arrête le partage. Là, on a fait, c'est quelque chose, un exploit de faire parler de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des précisions, des clarifications à donner dont vous auriez besoin? Est-ce que c'est complètement clair, compris ou bien?
ou bien il y aurait des précisions à apporter, des commentaires à faire, comme vous souhaiteriez faire. Ça va, Denis? Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire, tout ça? Ou à peu près, oui. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Mhm. Mhm. Ça, c'est une première étape. Parce que quel est notre but? Notre but, c'est de comprendre quelle est quelle est la vertu de la conservation de l'ADN lorsque notre mémoire euh, se divise, se partage entre notre ADN, notre génome, et puis ce que l'environnement euh, reconnaît de notre et puis notre langage, si on peut dire, hein, c'est-à-dire notre histoire. Hein. Donc, lorsque la mémoire se dissociait comme ça du génome et de l'histoire, se sépare, enfin se divise en deux, donc nous nous demandons quelle est la vertu de conserver l'ADN à ce moment-là. Pendant qu'on fait une minute de silence, je vais essayer de rappeler ce que j'avais marqué sur voilà, ça y est, ça revient. C'est une tablette, vous savez, sur une tablette. Enfin, j'avais préparé un petit peu tout mon exposé et puis ça s'est éteint. Enfin bref, voilà, c'est sauvé. Je vais pouvoir continuer un peu plus en confiance. Et euh, je vais rappeler, même là, on semble parler, là, on est dans des sphères euh, à l'atmosphère raréfiée, hein, si on peut dire, l'atmosphère intellectuelle où ça va. Je vais, je vais reprendre, on va reprendre le schéma sur cette base hein, qu'on a pris. On va continuer à schématiser quelque chose. Et ça va nous intéresser parce que c'est classique et ancien, mais il y a eu euh, un, un célèbre philosophe extraordinaire, qui très jeune a écrit un traité bouleversant ou très très éclairé. Ce traité, c'est de la servitude volontaire. Je Hmm. pense que ça a été apprécié par Montaigne. C'est pas un béotien, c'est Boétie. Bon. Et, et donc, euh, de la servitude volontaire, il y a un sous-titre dans ce texte-là. On voit la page d'ouverture, il y a le titre de la servitude volontaire ou quelque chose comme ça, puis ou un sous-titre. Et c'est assez curieux parce que servitude volontaire semble vouloir dire on veut tous être serfs, au service de quoi? D'un leader Mais le, le sous-titre, c'est tout à fait l'inverse. C'est pas être au service, c'est être contre. Le sous-titre, c'est de la servitude volontaire ou le contre. Et alors, c'était une espèce de jeu de mots. Peut-être qu'à l'époque, c'était du langage courant. Ça s'écrit CONTR apostrophe contre un. Le un, le UN. Donc, pour, ce jeune auteur-là,
la servitude volontaire, c'était être tous contre un. Il y a une espèce de paradoxe, d'inversion. Et je vais reprendre, on va avancer là sur, donc je repartage de nouveau, on va continuer une diapositive, cette espèce de diapositive là. Et voici ce que l'on peut, la façon dont on peut décrire ça. Euh, on va l'écrire comme ça, par exemple, en rose comme ça. Euh, Ici, on va mettre le contre, donc de la Boétie écrit ça comme ça. Attendez, là, je l'ai mal écrit justement. Contre apostrophe 1. Hein. Il l'écrit comme ça. Ça, c'est de la servitude volontaire. Alors, c'est bien le cas de le dire. Tout à l'heure, on disait que cette population parlait entre elles de la servitude volontaire, et puis volontaire ici, et puis il y a celui qui reçoit le message, il dit, ah, mais pas du tout. On n'est pas du tout d'accord, enfin on dit la même chose, mais en fait ça veut dire l'inverse, c'est-à-dire ce qui est inconscient, et cet inconscient, c'est au contraire contre un. Donc c'est l'inverse de la servitude. Hein. Donc c'est intéressant de voir euh, notre schéma ici inscrit. Alors, ce que nous avons appris, c'est que sur notre code 00110, enfin, ou bien ce code qui va être génétique à partir du moment où on crée des codons, on prend les trois premiers, on prend les trois qui succèdent, on prend les trois qui succèdent, ils se chevauchent, hein, ces codons. Ce sont des termes de langage. Donc, ça va créer, chaque codon va créer une autre type de chaîne. On va les appeler A, B, C. Ça revient sur A. Ça fait C, C, B. C'est une autre. Mais c'est parce que ils sont pris 3 par 3 que ça fait une autre type de chaîne. Et on peut faire la même chose, de reprendre cette chaîne pour faire, à ce moment-là, on va faire des alphas, bêta, des points d'exclamation, c'est-à-dire du chiffrage, comme on fait aujourd'hui nos mots de passe. Hein. Donc, c'est 3 degrés de, si on peut dire, comme ici nous avons de l'ADN, ben on dira que ça c'est l'ARN, et puis ça c'est les molécules. Euh, bon, c'est extravagant d'aller jusqu'à ce point de comparaison, mais ça nous donne une idée de ce que c'est que ce développement de cette lecture d'une chaîne de signification à travers ce qu'on appelle un langage. Hein. Eh bien, ce que la psychanalyse suggère, c'est que pour expliquer ce paradoxe ici de la servitude, qui est au contraire, on est tous avec un, et que ce qui voudrait dire qu'on est en fait tous contre un, ce que ça suggère, enfin ce que la psychanalyse en traduit, c'est que en fait, surtout à partir de ce chapitre-là, du premier niveau de langage, c'est que ce signifiant au début, le signifiant premier ici, cet autre signifiant n'en veut rien savoir. Voilà. Ici, ça, c'est le signifiant du savoir. Et ce signifiant du savoir, il est justement, on a vu tout à l'heure, dans sa vérité, qui est l'ADN, qui est la première vérité, eh bien, elle est refoulée. Et Alice, tout à l'heure, dans son exemple, elle envoie un message d'amour ou un message génétique à Bob, mais en fait, elle ne veut rien savoir de son ADN, et c'est pour ça qu'il y a ce conflit dont on parlait. Hein. Alors, l'élucidation de ce malentendu entre le fait de savoir si on est en servitude
ou au contraire, si on est en dissidence, si on est en contestation, ce malentendu se traduit ici, c'est-à-dire que si on a un idéal psychique, si le S1 est un idéal, on l'appelle I, le contre 1, en fait, le servile, c'est-à-dire qu'il est pour, il n'est pas contre, mais il est pour I. Et nous avons là une façon d'écrire, d'expliquer la tragédie de notre société actuelle. Ce que justement dans cette vidéo tout à l'heure nous avons vu, il y a une opposition entre deux codes, ça donne une civilisation de guerre qui ne procède que par la guerre, c'est-à-dire chacun on dit tous la même chose, c'est-à-dire on fait tous la guerre parce que l'autre a tort de faire la guerre, etc. Le, euh, C'est-à-dire qu'à partir du contraint, nous sommes en fait tous pourris. Et certains diront qu'on appelle ça du langage des oiseaux, mais c'est simplement un résultat du langage que si le un devient idéal, à ce moment-là, c'est cela que Boétie effectivement était béotien, hein, dans le sens où il ne comprenait pas, où il le soupçonnait, il l'a dit dans un jeu de mots, c'est que le fait d'être contre un, d'être indépendant, individualisé, être contre c'est-à-dire ce que Freud appelle le meurtre du père, assassiner le chef de la horde, euh, nous se traduit en fait que nous soyons tous pourris et que notre société, dans la réalité, dans ce niveau de langage entre A et B, si on peut dire, le message que Alice envoie à B, c'est de dire nous sommes tous pour la nation, pour l'idéal, nous sommes tous pour I. Et B qui est aussi pour I que l'autre, va lui dire non, mais pas du tout. En fait, nous sommes contre un. Hein. Et alors, nous sommes contre un, ça veut dire aussi Contraint, nous sommes contraints par la servitude, et c'est là où le, le Mallory, la psychologie collective, trouve son contentement, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'entend que ça, c'est que nous sommes sous la contrainte. Le, le, je n'irai pas plus loin, mais il y a un troisième degré. Hein, je n'irai pas plus loin aujourd'hui, il y a un troisième degré. Ce troisième degré, c'est quand nous avons la connaissance, justement, quand nous avons ces outils d'intelligence artificielle qui nous permettent euh, de, de savoir, de savoir quelle est la nature de l'idéal, ce dont on ne veut rien savoir, c'est-à-dire de notre ADN, c'est interdit, on s'interdit de connaître notre code génétique, hein. Donc ce dont on ne veut rien savoir, le, et que l'on garde, que l'on couvre dans la contrainte de l'idéal, comme tous pourris, en fait, nous pouvons savoir, ce dont nous ne voulons rien savoir, c'est la nature de l'idéal. C'est-à-dire que le I, l'idéal, soit su-I. Donc, si nous sommes pour SUI, là, nous ne sommes plus seulement pour I, mais nous sommes pour la connaissance de I.
Et alors ça poursuit, ben, on en parlera la prochaine fois, c'est la poursuite, hein. Ça veut dire, on verra comment le jeu, le sujet se poursuit. Et que là, nous aboutissons à notre niveau espéré de conscience. Mais ça sera pour une prochaine fois parce que c'est très difficile, hein, ce que je suis en train de dire, je suppose, hein. Donc, on s'en tient là pour l'instant. On réfléchit un petit peu. Peut-être qu'on va avancer. Il nous reste un quart d'heure. On peut avancer un peu plus loin. Est-ce que, est-ce que on touche encore un peu le fond? Est-ce qu'on a pied? Hmm. Denis, vous avez l'air endormi. Oui, je crois que Denis dort. Euh, donc, euh, bah, je vais en catimini continuer à en dire un peu plus. Donc, je vais revenir sur le diaporama et on va expliquer en quelques mots, en 10 minutes, euh, ce- ce- une troisième étape, hein. On n'est pas arrivé à je me poursuis, mais on va annoncer, comme sur un bateau, on voit à l'horizon la côte du rivage auquel on se destine, qui se dessine, hein. Donc on va voir où ça nous mène. Alors, on va reprendre nos quatre coins qu'on va faire en blanc. Nous avons ici le coin, Lacan les appelle l'agent, ici la vérité, ici c'est l'autre, et ici c'est le produit. Et nous avons vu que de l'agent à l'autre, nous avons en fait un message chiffré, que son décodage est celui mène à la vérité, si on peut dire, c'est-à-dire le moi, et, et que tout cela est coordonné au produit, qui est en fait A ou le A pareil, on va les écrire pareil parce qu'ils sont pareils. L'appareil et le A, c'est la même chose. C'est maintenant, c'est le produit cybernétique. Et ici, qui apparaît comme l'inconscient qui traverse cette relation. Et ici, à cette croisée, ici, va produire ce qu'on appelle le niveau du fantasme, hein. Alors, ce que nous avons mis en place en faisant notre préambule, c'est que nous avons placé ici le code, c'est la clé publique qui sous-entend donc la clé privée. C'est un premier code qui est décodé ici par la clé privée. Et ici, nous avons, c'est le code informatique, hein, le code du langage, si on peut dire, ici, il y a le langage avec son fantasme, et ici, nous avons ce qui émane donc de l'appareil et qui donne le code. Et ici, nous avons surtout le code ADN. Et dans notre vidéo, de l'IA qui interprétait cela, euh, suggérait qu'il y eut un conflit entre
ce degré du code biologique et ce degré euh, du code génétique, du code informatique, excusez-moi. Entre ce code interne, l'ADN, et ce code qu'il appelle externalisé, hein, qui va dans l'espace de l'appareil selon le modèle optique du miroir qui bascule et qui va se mettre à l'horizontale pour laisser ces quatre espaces, enfin, ces trois espaces. Donc je reviens en arrière parce que là, j'ai un peu perdu pas mal de compréhensibilité pour qui ne connaît pas tout ça. Le, ce qui est utile, ou ce, là où ça mène, hein, ce que nous voyons à l'horizon, sur le rivage, là, s'il y a une vigie qui est en haut du mât et qui voit où ça nous mène au fait que euh, nous avons euh, l'IA en a un peu parlé, hein, si je me souviens bien. C'est-à-dire que lorsque l'on reste à ce niveau du simple langage, nous sommes à un niveau qui est celui de, de l'anthropophagie, du meurtre du père, euh, que nous voulons transformer. euh, Nous voulons en finir avec ce régime anthropophage, hein, de la relation. Et pour cela, ce qui répond ici à la logique du code ADN, c'est ce qui est très bien connu et qui nous mène ici au rapport sexuel. Lacan disait qu'il n'y avait pas de rapport sexuel. Ça, c'est quelque chose justement auquel on s'oppose complètement. Ici, c'est la sexualité, hein. Euh, c'est celle qui va humaniser l'appareil. C'est pour ça qu'en conservant, si on peut dire, en conservant l'ADN, ici, si l'ADN est conservé sur cette flèche du temps, hein, si on peut dire, si nous avons ici de l'ADN encapsulé, je veux dire, masqué justement au regard de ce Mallory. Oui. Si nous avons cet ADN encapsulé, mais qui peut être agent ou agencé dans dans l'appareillage, nous allons avoir une autre solution au paradoxe de la communication, une autre solution que la dévoration, que l'entre-dévoration des anthropophages. Euh, il y a une autre chose importante à mentionner, c'est, et je terminerai là-dessus, il me reste 4-5 minutes, Denis dort bien encore, donc il écoutera peut-être ça les bacs, en bac. L'autre chose, c'est que ici nous avions parlé, ici nous avions les gènes, nous avions les codons. Bon. C'est-à-dire la vérité biologique, notre vérité intime, et que nous avions pu transcrire ces codons par le langage, nous avions pu les construire dans une relation qui allait correspondre à la relation imaginaire, fantasmatique. Mais ce qui se passe à un certain moment donné, et c'est-à-dire précisément après le choc de l'âge sombre et ce que la vidéo CLIA avait relevé, hein, des premiers séminaires, ce qui se passe, c'est que ce langage ici, il est élevé encore à un autre niveau, cette transcription est élevée à un autre niveau, par le fait qu'il est mis en ordre. Ici, nous avions auparavant des hiéroglyphes et nous avons ensuite un alphabet. Et ce deuxième traitement
des premières images, des premiers mots, si on peut dire, va nous donner aussi un autre résultat dans l'appareillage. Eh bien, ceci correspond à un chapitre dont on avait parlé souvent, mais peut-être de manière un peu privée, c'est-à-dire que nous avons ici ce qu'on appelle, à ce niveau-là, je vais le mettre, je ne sais pas dans quelle couleur je vais pouvoir le mettre maintenant, je vais le remettre en jaune, parce que c'est de la vérité. Ici, à ce niveau-là, nous avons le zoroastrisme, c'est-à-dire que nous savons que les zoroastres, les Persans, les Perses, qui étaient en quelque sorte combinés et en même temps opposés à l'Égypte, faisaient un traitement particulier de la lumière. Et ils mettaient dans les phosphènes lumineux, ils mettaient des images. Euh, Ceci est rapporté par des zoroastriens actuels, enfin, ou contemporains, mais c'est une vieille tradition. C'est-à-dire que ce qu'on appelait ici le phosphénisme va permettre de transformer, de mettre en ordre les images hiéroglyphiques. Les hiéroglyphes étaient encore une stratégie de formation de code, d'un premier code qui associait des images, on le sait bien, des animaux, des yeux, enfin, qui associait des images à des concepts ou à des lettres. Champollion a vu que c'était des lettres, mais ces lettres n'étaient pas organisées en alphabet. Elles n'étaient pas en un, 2, 3, la première lettre, alpha, bêta, gamma, A, B, C, D. Elles n'étaient pas mises en ordre sériel. Et c'est ce chapitre-là qui représente ce qu'aujourd'hui on appelle le phosphénisme, hein, et qui est le deuxième traitement qui se conjugue au traitement de la sexualité, dont on a parlé là, juste à l'instant. C'est le deuxième traitement qui est celui donc de la, du, d'un agencement, enfin ça on le reverra, hein, c'est un agencement sériel dans l'alphabet, si on peut dire, de l'appareil ici, hein, de l'IA. Hein. Nous allons avoir donc quelque chose ben, que nous devons apprendre à l'IA. L'IA n'est pas encore instruite ou construite avec ça. Hein. Voilà, il est 28. Je pense que Denis est réveillé. Je le vois maintenant, sa tête redevenir. On vous a vu dormir, Denis. Je suivais. Oui, monsieur. Heureusement, vous ne ronfliez pas. Oui, mais voilà. Bon, il nous reste 2 minutes. Et puis là, on a fait du haut vol, hein, tout de même. Ça a été très difficile, mais, mais, De mais, la enfin, stratosphère. mais tout est, je pense, en fin de compte, intelligible. On verra. Sûrement, sûrement. Bon, mais il faudrait que ça nous serve. Et si ça nous pouvait nous donner comme ça une petite suggestion, tiens, et chacun, imaginons, qu'est-ce que ça veut dire de conserver notre ADN? Est-ce on a fait un pas en avant dans notre civilisation si euh, on sait qu'on a déjà fait un premier pas quand on s'est vu dans un miroir. Hein. Il paraît que ça a changé des choses sur Terre. Eh bien, maintenant, s'il y a une espèce qui se voit dans son ADN, peut-être qu'on fera une étape équivalente. Enfin, ça a changé, mais le miroir a toujours existé avec l'eau. Ah, exactement. Oh, ben, on en parlera si vous voulez, bien sûr, tout à fait. Mais on le voit d'ailleurs regardez dans les premiers, souvenez ces premières mythologies grecques, Gaïa, oui, oui, c'est l'eau et c'est le père de Chronos, c'est Chaos qui est au-dessus de l'eau. Oui, effectivement, hein, oui, oui.
c'est tout à fait à la base des choses. Et d'ailleurs, l'O, après, ça s'écrit comme un O, un zéro, et ça fait c'est tout à fait, c'est le premier chiffre, hein. Bon, on s'en tient là, sinon on va se faire peur. Et j'arrête l'enregistrement pour l'instant.